Bonjour, je suis Julie Guertin et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Découvre, ose et deviens. Le podcast qui éveille ta curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers. Alors si on partait à leur rencontre, si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec un petit bonus 5 étoiles sur Apple Podcast et en le partageant à votre entourage. Je vous souhaite une très très bonne écoute. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Julie. Alors je suis ravie de t'accueillir pour ce hors-série dont la vocation est de pouvoir apporter des conseils et de la matière à tous ceux qui sont en pleine réflexion d'orientation et de reconversion, ados, jeunes adultes ou moins jeunes d'ailleurs, et tous ceux qui les accompagnent, je pense notamment aux parents d'adolescents comme moi. Alors l'idée est bien sûr d'interviewer, tu sais, des experts en fait qui interviennent à des moments différents et qui apportent un regard un peu complémentaire à toutes ces personnes. Alors Marie-Josée, tu exerces le métier de conseillère d'orientation dans le privé, donc pas en collège ou pas au lycée. Autant te dire qu'il me paraissait plus qu'indispensable de venir à ta rencontre. Alors si ça te convient, je te propose de rentrer dans le vif du sujet en commençant tout d'abord par te présenter en quelques mots. Oui, tout d'abord, merci de m'avoir invitée. Donc oui, comme tu le disais, je suis conseillère en orientation scolaire privée. Donc j'exerce ce métier depuis 3 ans. C'est une reconversion professionnelle pour moi. Alors mon cabinet se situe à Bushman, à côté d'Angers. Mais en fait, j'accompagne les jeunes où qu'ils soient en France ou à l'étranger, puisque je peux faire du distanciel avec la visioconférence ou alors du présentiel à mon cabinet. Donc en fait, oui, comme je disais, c'est une reconversion. Précédemment, mon métier de base, je suis ingénieure informatique. C'est un métier que j'ai exercé pendant plus de 30 ans. Dans des grands groupes industriels. Et puis en 2015, il y a eu quelques changements dans la société où je travaillais et je me suis posé pas mal de questions et j'ai décidé de faire un bilan de compétences. Marie-Josée, est-ce que je peux te poser la question à quel âge tu as fait ce bilan de compétences et ce choix de reconversion à peu près, ou une fourchette si tu veux pas nous dire. Il n'y a pas de secret, je l'ai fait à 54 ans. Voilà, c'est ça parce que tu me l'avais dit en off. Voilà. Alors, mais je trouve ça génial de se dire qu'à 54 ans, ouais, tu peux faire un bilan de compétences et ouais, tu peux avoir envie de te reconvertir. Et ça, je trouve ça génial. Et j'ai repris mes études à 54 ans, donc une première année en cours du soir. Mais par contre, une deuxième année dans un cursus classique, un titre professionnel de responsable ressources humaines, donc un équivalent Master 1, où j'étais avec des jeunes de 21 ans, donc qui avaient l'âge de mes enfants. Voilà. C'est incroyable, c'est génial. Tiens, d'ailleurs, ça soulève une petite question que j'avais pas prévue, mais tes enfants, comment ils ont réagi quand tu leur as dit que tu reprenais des études ? Bon, ils étaient un peu surpris, mais bon, je pense que au fond d'eux, ils trouvaient ça pas mal parce que je pense que dans mon précédent job, j'étais pas bien, donc là, ils voyaient que j'avais justement une certaine motivation pour reprendre mes études. Tu sais, je crois que c'est franchement un modèle pour moi. Enfin, franchement, de se dire que même tes parents te prouvent qu'à tout âge, en fait, tu peux faire des virages et qu'il n'y a pas de limite. Et ça, je trouve ça génial. Donc, bravo. Pour la petite histoire, le papa de mes enfants, il a repassé son bac à, je crois, 40 ans, je crois. Et on est allé chercher les résultats de son bac à lui avec les enfants. D'accord. C'est trop mignon. Et je trouve que c'est une belle aventure. Moi, je trouve que c'est super de voir ça. Donc voilà. Et à 1 an près, j'aurais pu être en même temps étudiante avec ma fille puisque j'ai fait mes études dans dans la même université. Voilà. Mais je l'ai laissé partir et après, moi, j'y suis allée. Ok. Alors, qu'est-ce qui, dans ton parcours, en fait, t'a amené, tu vois, à faire ce métier ? À quel moment tu t'es dit, j'ai une fibre RH, j'ai une fibre autour de l'orientation. Comment ça s'est déclenché, tout ça ? Alors moi, quand l'informatique, je pense que j'en avais fait un peu le tour. Je recherchais un métier plus dans l'humain, dans le contact, parce que voilà, je suis une femme de contact, je vais dire, d'échange. J'aime bien les relations humaines. Et lors du bilan de compétences, justement, c'est ce qui était ressorti. Et j'avais envie d'aller soit vers la formation,
justement les ressources humaines, le recrutement, c'était quelque chose qui m'intéressait, puis tout ce qui était aussi gestion des compétences. Donc c'est pour ça que je suis partie vers cette formation ressources humaines. Au final, à l'issue de la formation, comme je te disais, à l'issue de la formation, j'avais 56 ans. Retrouver un poste en RH à 56 ans, quand c'est un nouveau métier, c'est très compliqué. Les employeurs sont un peu frileux et je n'ai pas trouvé de poste. Par contre, comme mon CV était sur pas mal de job boards, j'ai été démarchée en fait par une franchise qui fait du conseil en orientation scolaire. Et moi, justement, pendant la scolarité de mes enfants, j'ai toujours été présente, donc je dirais depuis la maternelle jusqu'à la fin. J'ai été présidente d'associations de parents d'élèves, j'ai été dans les conseils d'administration au collège, au lycée, dans des différentes instances. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours vraiment intéressée. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et c'est comme ça que je me suis lancée en septembre 2018 dans ce métier-là. Et en fait, je suis restée 2 ans avec la franchise et depuis 1 an, en fait, je suis en totale indépendance. Donc, j'ai mon cabinet propre et je travaille seule. D'accord, ok. Et alors, quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer dans ton propre parcours en fait d'orientation? Mais là, je parle à tout âge, aussi bien quand tu étais jeune que après. Alors, quand j'étais jeune, je dirais, alors moi j'ai eu mon bac en 79, donc ça date un peu. J'ai pas eu de problème particulier. Moi, j'avais des parents qui n'ont pas fait d'études et qui m'ont laissé carte blanche. Donc j'ai eu la chance, en fait, ils m'ont dit tu fais ce que tu veux. Par contre, après pour ma reconversion, je dirais que ça a été un peu plus le parcours du combattant parce que comme on le disait, reprendre ses études à 55 ans par là, c'est compliqué. Après il y a tout l'aspect financement de la formation. Alors moi j'ai fait ma formation avec un congé individuel de formation. Donc ça veut dire que mon entreprise m'a donné l'autorisation, enfin pas tout de suite, mais bon, m'a donné l'autorisation de partir 1 an en formation. Donc il y a pas mal de dossiers administratifs à monter pour que ce soit validé et que tu puisses partir. Voilà. Et puis en fait, les entreprises avaient du mal à comprendre que j'acceptais, je dirais, une baisse de salaire parce que quand tu es cadre informatique avec 30 ans d'ancienneté, bon, tu as quand même un salaire, je vais dire, correct. Repartir dans un nouveau métier, ça voulait dire que je repartais à la base, mais moi, c'était un choix en fait. Mais les entreprises ont du mal à comprendre que tu fasses ce choix. Bon, après j'étais à un moment de ma vie où j'avais plus mes enfants à charge, voilà, leurs études étaient terminées, donc après c'était vraiment réfléchi, mais voilà, j'ai eu du... Mais c'est en tout cas c'est le syndrome du vous êtes trop capé quoi. Vous Voilà, avez trop de capacité quoi. Et alors quel est le meilleur conseil en orientation que tu aies reçu et que tu souhaites transmettre à ton tour? Je dirais c'est justement moi c'est la confiance que m'ont donné mes parents, m'ont laissé faire ce que je voulais et je pense que ce qui est important c'est que on n'impose pas aux jeunes le choix parce que voilà donc je dirais aux parents faites confiance à votre enfant et s'il a envie de quelque chose laissez-le faire parce que ça c'est vraiment le plus important et ne pas imposer en fait quoi que ce soit. Ah, on va essayer de bien le retenir, ce conseil-là, même pour nous-mêmes. Et alors, le pire conseil contre lequel tu penses vraiment qu'il est essentiel de se battre? Je dirais c'est passe ton bac d'abord. Ouais. Parce que, et surtout le bac général, parce qu'on voit encore beaucoup de parents qui veulent absolument que leur enfant fasse un bac général. Mais en soi, si on a une idée de ce qu'on veut faire après, c'est intéressant. Mais dans certains cas, il vaut mieux partir sur une voie professionnelle dans un métier où on va plutôt s'épanouir plutôt que de souffrir pendant ces années lycée et arriver en terminale, oui, on aura son bac, parce que là, il y a 94% presque de jeunes qui ont eu le bac, mais ça sert à quoi au final? Donc, je dirais, si le jeune il veut pas aller dans une filière générale, il faut le laisser faire. Voilà, c'est un conseil que je pourrais donner.
Ouais. Et être un peu plus à l'écoute, quoi. Et alors, est-ce que tu as un modèle qui t'inspire, soit dans l'exercice de ton métier, soit ou qui a guidé tes choix en fait d'orientation? Bon, je dirais pas particulièrement. En fait, bon, je pense que dans ce métier, il y a tout profil. On a tous justement nos spécificités, nos personnalités, et je dirais il faut rester soi. Donc après, les gens qui vont venir vers nous, nos clients sont des gens qui vont se reconnaître en nous. Donc moi, j'ai pas de modèle particulier. Bon, je sais, enfin sur la place d'Angers ou même ailleurs, je connais d'autres conseillers d'orientation. Quelquefois, on échange aussi sur nos activités, sur notre mode de fonctionnement. J'ai passé l'après-midi avec une autre conseillère. Voilà, on s'est partagé des outils. Donc, je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Après, j'ai pas de modèle particulier, je dirais. Ça marche. Mais en tout cas, vous avez tous une façon bien personnelle de pouvoir exercer, ce qui est normal. Alors, si maintenant on se concentre un peu plus sur ton métier là de conseillère d'orientation, est-ce que tu peux nous décrire en fait quelle mission tu te fixes? C'est quoi ton objectif en fait? Moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que le jeune trouve sa voie et qu'ensuite, il se donne les moyens d'atteindre son objectif. Donc après, le plus, c'est leur donner le déclic, voilà, qui fait qu'ils prennent conscience qu'il faut travailler pour réussir. Donc ça, c'est un peu la mission. Là, j'en ai eu un justement il y a pas longtemps, un jeune qui rentre en terminale, et je crois que bon, il avait eu des bons résultats, mais je pense qu'il n'avait pas vraiment encore pris conscience que c'était important de travailler. Donc quand je lui ai parlé de Parcoursup, des attendus, là il a dit devant sa maman, ah oui, il faut peut-être Que je m'y mette, quoi. que je m'y mette. Donc c'est bien parce qu'il va rentrer en terminale, donc rien n'est perdu. Voilà, donc ça fait toujours plaisir des jeunes, voilà, qui justement pendant l'accompagnement se rendent compte que c'est important de travailler pour soi aussi, pas que pour les autres. Donc et puis le plus important, c'est qu'ils trouvent sa voie, quoi, ce pourquoi il est fait. Ouais, ce pourquoi ils bossent, quoi. Voilà. Et alors, quelle est la méthode, en fait? Qu'est-ce que tu leur proposes? Ou est-ce que tu peux nous décrire un peu les étapes un peu d'accompagnement, etc.? Oui, alors moi, les accompagnements que je fais sont plutôt à la carte. Donc, tout d'abord, je commence par un échange téléphonique avec soit un des parents ou le jeune, mais c'est souvent les parents qui m'appellent. Là, c'est pour faire un diagnostic, c'est-à-dire que je pose des questions pour savoir quel est leur besoin. Et à partir de là, à l'issue de l'entretien, je leur propose la formule la plus adaptée justement à leur problématique. Donc ensuite, justement, je peux leur proposer donc un accompagnement qui peut aller de 1 à 4 rendez-vous, et soit avec des tests d'orientation, soit sans test d'orientation. Donc, si on prend l'hypothèse la plus large avec 4 rendez-vous et avec des tests d'orientation, donc le premier rendez-vous, c'est un rendez-vous. Alors tous mes rendez-vous durent à peu près 1h30. Mmh. Donc le premier rendez-vous, c'est un rendez-vous les parents avec le jeune. Et là, l'idée, c'est de mieux connaître le jeune, de faire le tour de sa personnalité, de voir ce qui l'intéresse, mais pas que d'un point de vue scolaire, hein, aussi tout ce qui est extrascolaire, qui est vraiment important. Donc là, je pose aussi beaucoup de questions sur son tempérament, parce que je pars du principe que pour bien s'orienter, il faut bien se connaître. Voilà, donc quelquefois les jeunes ils se sont pas posé les questions avant, voilà. Donc c'est pour ça que je demande aux parents d'être présents, parce que quelquefois les parents peuvent venir compléter les réponses des jeunes. Ensuite, le deuxième entretien, ça va être les tests d'orientation. Donc là, j'ai toute une série de tests. Alors mes tests sont basés sur le modèle RIASEC. Donc c'est une méthode. Alors RIASEC, c'est le R, c'est le profil réaliste. Le I, c'est l'investigateur. Le A, c'est l'artiste. Le S, le social. Le E, l'entreprenant. Et le C, le conventionnel. Et en fait, à l'issue des tests, il y a toujours 2 profils majeurs qui ressortent. Et de la combinaison de ces profils, ça va me donner les filières, les métiers les plus en phase avec le jeune. Génial. Donc, lors du 3e rendez-vous, là, je fais une restitution des résultats du test, donc en présence des parents.
On va décrire les profils qui sont ressortis. Il va avoir une liste de métiers ou de secteurs, donc ça va lui ouvrir un peu plus, les perspectives de ce qu'il peut faire ou de ce qui lui correspond. Et puis, à partir de cette liste de métiers, je leur donne des sites internet où ils peuvent aller se renseigner. Donc après, je les laisse un peu cogiter, rechercher. Et ensuite, ils vont revenir vers moi, surtout quand ils sont en terminale, pour le 4e rendez-vous, où là, je vais en fonction des métiers qu'ils vont m'avoir donnés, je vais leur rechercher les écoles qui leur correspondent. Donc, qui correspondent à la fois à leurs résultats scolaires, parce que si on a 11 ou si on a 16, c'est pas la même chose, qui tient compte également justement du profil qu'ils ont. Ça tient compte aussi de la zone géographique qu'ils m'auront donnée. Bon, certains, moi je suis à Angers, veulent pas quitter les Pays de Loire, d'autres sont plus ouverts. Et puis ça peut être aussi des contraintes budgétaires, puisque si on va sur certaines écoles de commerce qui peuvent être à des coûts assez élevés, toutes les familles ne peuvent pas forcément payer ces montants-là. Donc j'adapte et je propose en fait lors du rendez-vous, je rends un dossier avec justement toutes les écoles possibles pour aller vers ce métier. Sachant que pour aller vers un métier, il y a plein de voies possibles. Ouais, bien sûr. Si on va vers un métier d'ingénieur, on peut y aller par un IUT, on peut y aller par une classe prépa grande école ou par une prépa intégrée. Donc là, j'adapte vraiment en fonction du jeune. Et on peut même passer d'un IUT et rejoindre une école derrière, non? Voilà, c'est ça. Après un IUT, des... j'ai même un BTS, puisque j'ai déjà eu des élèves qui, après un BTS, sont rentrés directement en école d'ingénieur. J'en ai eu un autre que j'ai accompagné l'année dernière. Lui, il est passé par une prépa ATS, donc c'est un peu une remise à niveau parce que après son BTS, son niveau était un peu plus faible encore. Donc avec la prépa ATS, il s'est remis à niveau. Et là, cette année, je l'ai réaccompagné. Il rentre en école d'ingénieur. Mais c'est ça que je trouve intéressant parce qu'on n'a pas tous le déclic au même âge en fait. Voilà. Et donc ça veut dire que c'est ça que je trouve plutôt bien et positif, c'est que ça veut dire que tu peux à tout âge en fait rattraper une autre voie. Faut juste s'en donner les moyens. C'est ça, il y a plein de passerelles possibles après Bac+2 ou après il y a aussi des jeunes qui se trompent d'orientation et qu'il faut réorienter. Enfin, il y a un peu tous les cas de figure. Et alors, tu t'adresses à qui? Alors, évidemment, je me doute bien à des jeunes, mais en fait, ils ont quel âge et à partir de quel âge, par exemple? Ça, c'est ma première question. Puis aussi, quel type de profil de famille? En fait, je me dis que c'est génial de pouvoir faire bénéficier à ton enfant de ce conseil d'orientation, mais est-ce que c'est accessible pour tout type de famille ou finalement, malheureusement, c'est que des familles qui sont un peu aisées, on va dire, qui peuvent offrir ça à leurs enfants? Alors, si sur la première partie de question, sur l'âge, moi j'accompagne à partir de 14-15 ans, c'est-à-dire la classe de 3e, et ça va jusqu'à 25 ans. Donc, c'est-à-dire que c'est 3e, les lycéens et les étudiants. Et sur les étudiants, il y a 2 profils, soit des étudiants en réorientation, soit des étudiants en poursuite d'études. Voilà, des Bac+2, Bac+3 qui veulent aller vers des masters, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce ou autres. Sur les familles, moi j'ai un peu toutes sortes de populations. C'est vrai qu'on peut penser que c'est plutôt des CSP+, mais j'ai des ouvriers, j'ai des agriculteurs, des enseignants, des entrepreneurs, donc j'ai vraiment un peu tout. Et je dirais, il vaut mieux investir dans un accompagnement. Oui, ça a un coût. Bon, après, je fais des modalités, on peut payer de façon échelonnée, mais c'est mieux d'investir, je dirais, dans un accompagnement que de partir dans une voie et s'apercevoir au bout d'un an qu'on s'est trompé. Donc, avec quelquefois on a payé le coût de la formation, on peut avoir payé un appartement, donc forcément, ça coûte plus cher. Donc, autant se poser les bonnes questions le plus tôt possible. T'as entièrement raison. C'est un investissement sur le long terme, quoi. Voilà. Ok. Et alors, quelles sont les principales difficultés, en fait, auxquelles les personnes que tu accompagnes font face? Tu vois, c'est quoi les cas de figure les plus fréquents? Alors souvent, ce sont des jeunes qui sont un peu perdus, qui ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire. Enfin là, dans les lycéens, alors en plus là, il y a eu la réforme du lycée, donc avec la suppression des filières et donc le choix de spécialité. Donc j'ai des jeunes qui viennent de plus en plus tôt. Donc j'ai beaucoup plus d'élèves seconde, première,
que des terminales. Avant, j'avais plutôt des terminales, mais maintenant, ils anticipent un peu parce que du choix des spécialités, ça peut avoir des conséquences sur le choix d'études post-bac. Donc voilà, j'ai ce type de jeunes. Et puis j'ai aussi des personnes en fait qui savent pas trop comment choisir l'école, justement parce qu'il y a beaucoup d'écoles, mais comment choisir l'école la plus adaptée à ce qu'on veut faire, à notre profil. Donc des gens qui sont un peu perdus là-dedans. Voilà, ça c'est sur les personnes que je peux accompagner, c'est ça en fait. D'accord. Et ouais, de ce que je comprends, et moi je comprends complètement, c'est que tu as un tel choix que en fait parfois c'est presque stressant, même que ça soit côté enfant ou côté parent, de se dire que tu passes à côté de l'école parce que t'as pas eu l'information. Donc effectivement, je trouve ça super rassurant de venir vers toi. Alors comment tu gères la relation avec les parents, parce que parfois il y a des conflits d'intérêts entre ce que veut le parent, ce que veut l'enfant. Tu disais tout à l'heure qu'effectivement parfois quand tu construisais le profil de l'enfant, tu demandais aux parents, mais les parents ils ont leur propre filtre aussi, tu vois, leur propre biais. Je dis ça avec le grand sourire parce que je me mets dans le lot, hein, clairement, mais tu vois, on n'est pas toujours très objectif, quoi. Alors après, j'ai des parents, ça existe encore, qui essayent d'imposer des choses à leurs enfants ou à leurs enfants. Donc moi, j'essaye de faire passer des messages. Voilà. Bon, après, comme je disais, il faut que ce soit le choix du jeune, hein. J'ai eu un cas l'année dernière. Je dirais le père notaire et la mère juriste, ils voulaient absolument que le fils y fasse notaire. Le jeune, lui, il était dans la communication, l'événementiel. Bon, en final, il a tenu tête, hein, et bon, il est parti dans ce cursus-là, mais il y avait, ça a été long pour faire admettre aux parents qu'il n'était pas fait pour ça. Je trouve ça très courageux parce que c'est pas évident à cet âge-là d'imposer, quoi, en fait, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, donc c'est compliqué d'aller contre. Oui, c'est ça, mais bon là, il était carrément dans la rébellion avec la maman, donc quelquefois les rendez-vous, parce que c'est la maman qui venait souvent, bon, c'était un peu tendu. Ouais. Et donc dans ces cas-là, tu essayes en fait effectivement de passer des messages doucement, c'est ça Oui, c'est-à-dire qu'il faut pas trop braquer non plus les parents, mais voilà, là quand j'ai rendu le test, le jeune il avait pas du tout le profil notaire. Enfin voilà, c'était évident, hein. Donc après il faut mettre aussi les gens devant leurs responsabilités, hein. Donc bon, ça se passe en général plutôt bien. Bon, j'ai eu un cas où une fois une maman n'a pas du tout apprécié parce que elle voulait que sa fille fasse une classe prépa grande école et plutôt une grande classe prépa. Bon, c'était une jeune qui avait pas du tout le profil, enfin elle avait le profil ingénieur, mais plutôt en passant par une prépa intégrée, parce que en terminale, par exemple, elle avait arrêté toutes ses activités sportives, culturelles. Elle ne faisait que travailler comme une malade. Bon, elle avait 14 de moyenne, ce qui n'est pas exceptionnel. En plus, c'était une jeune qui aimait pas la compétition, qui stressait un maximum. Moi, je lui dis, elle va à l'échec en allant en classe prépa. Il vaut mieux qu'elle soit en école avec une prépa intégrée. Elle sera un peu plus encadrée, enfin pas forcément plus encadrée, mais elle sera un peu mieux à sa place. Bon, la maman n'a pas du tout apprécié mon discours. Bon, après, les parents sont maîtres, je dirais. Bien sûr, ils restent maîtres, mais après, j'imagine ils viennent vers toi, donc toi, tu dois jouer un rôle. Mais ce que je trouve intéressant aussi, tu sais, dans ce que tu dis par rapport à cette première famille dont tu parlais, c'est pour l'avoir vécu, je pense qu'en fait, il y a un autre avantage à venir vers des gens comme vous, c'est que vous êtes justement un terrain neutre où il y a beaucoup moins d'enjeux de conflits avec l'ado, avec son enfant. Et ça permet en fait de neutraliser un peu ce débat-là pour pas que ton enfant aille vers une voie juste par rébellion, mais juste parce qu'il en a envie. Et je trouve que ça dépassionne un peu le débat et les discussions. Et pour l'avoir vécu, j'ai trouvé ça très riche, en fait, très positif d'avoir fait cette démarche-là. Oui, alors j'ai aussi quelquefois des parents qui sont conscients de certaines choses, mais qui n'arrivent pas à faire passer le message à leurs jeunes. Et donc, ils viennent me voir en disant, vous essayez de faire passer le message. Voilà, par exemple, là, récemment,
J'ai un jeune qui veut faire footballeur professionnel. Il a vécu, là il revient, ça fait 1 an qu'il est revenu en France, ça fait 6 ans que la famille vivait aux États-Unis. Il vient juste, donc il a 17 ans, il vient juste de démarrer le foot il y a 1 an, dans un club, un tout petit club d'un petit village dans les environs d'Angers. La maman, elle est consciente que jamais il fera footballeur professionnel. Mais lui, il est toujours dans son rêve. Donc, elle dit, je veux pas lui casser le rêve. Donc, après, voilà, on essaye de faire passer des messages. On a travaillé sur d'autres sujets d'orientation. Donc, dans sa tête, je pense qu'il a toujours ça, il a toujours ça en tête. Mais malgré tout, il a compris qu'il fallait qu'il travaille sur autre chose, quoi. Alors, une autre question, c'est quels sont les ingrédients qui te paraissent indispensables pour que ton accompagnement porte ses fruits? Je dirais qu'il faut que le jeune il soit prêt à être accompagné. Il faut qu'il soit moteur en fait, et il faut qu'il comprenne que c'est pour lui qu'il travaille. Bon, par contre, si le jeune vient traîné par ses parents, ça va pas être très profitable parce que il va être un peu sur la défensive. Donc, il faut vraiment qu'il comprenne que c'est pour lui et que voilà, il faut qu'il participe quand je lui fais faire des exercices ou des choses comme ça. Faut vraiment qu'il soit vraiment impliqué. C'est l'ingrédient, je dirais, primordial. Et alors, est-ce que tu as un accompagnement qui t'a plus marqué? Et pourquoi? Oui, alors j'ai une élève qui avait un rêve depuis toute petite, qui était de devenir sage-femme. En fait, alors au départ, j'ai fait connaissance avec la maman, enfin c'est la belle-mère, mais bon, celle qui la gère depuis tout le temps. En fait, via un groupe Facebook, elle se posait des questions puisque sa fille à ce moment-là était en terminale. Et elle se posait la question d'aller soit en médecine, parce que pour faire sage-femme, il faut passer par une première année de médecine. Soit d'aller à Angers, sachant qu'elle habitait à côté d'Angers, ou soit d'aller à Nantes. Parce que, en fait, nous, à Angers, on était un peu précurseurs sur la réforme de santé. Et en fait, en rentrant à Angers, elle n'avait pas la possibilité de redoubler sa première année, alors qu'en allant sur Nantes, elle aurait pu redoubler. Je ne connaissais pas la jeune, donc j'ai demandé à la maman d'échanger après par téléphone, et c'est là qu'elle m'apprend que sa fille est en terminale ST2S, donc un bac technologique, donc sciences et technologies de la santé et du social. Donc je lui dis, avec un bac techno, elle est en première année de médecine, c'est pas impossible, mais ça va être compliqué. Donc je lui dis, dans ce cas-là, je pense que le choix d'Angers est plutôt le meilleur choix à faire, parce que votre fille sera à côté de vous, vous allez pouvoir la coucouner, s'occuper d'elle, elle n'aura pas de gestion à faire de ses courses, de son appart, etc. Donc elle est partie en première année de médecine à Angers. Les parents ont pris une prépa, accompagné, ils ont payé une prépa en parallèle, plus le tutorat, parce qu'à Angers, il y a un tutorat. Donc la jeune est partie là-dedans, mais j'avais pas de nouvelles de la famille. Et puis arrivé février, la maman me contacte en me disant là elle va avoir besoin d'un accompagnement pour prévoir le plan B, peut-être refaire des vœux sur Parcoursup, parce que alors à Angers il y avait 5 examens au cours de l'année. Là, le 3e examen, elle avait eu les résultats, et à l'issue des 3 premières parties d'examen, elle était à 9,8 de moyenne. Donc, pas la moyenne. Donc, je la reçois en entretien. Donc là, c'est le papa qui est venu à chaque fois aux entretiens. Donc, on a essayé de travailler un plan B, mais elle, dans sa tête, elle était toujours sage-femme. Mais en fait, il y avait que 24 places à Angers, donc c'était pas gagné. Moi, je le voyais un peu compliqué. Bon, je lui dis ok, tu continues de bosser. Donc là, elle était très très motivée. Passe le 4e examen, elle revient me voir, elle me dit non, je veux pas aller voir les résultats parce que ça va me démotiver. Je bosse. Bon, vas-y. Donc 5e examen. Donc moi je lui avais rendu le dossier des plans B. Donc il y avait possibilité d'aller en psycho. Bon, il y avait l'orthophonie qui l'intéressait, des choses de ce type-là. Mais je voyais bien que dans sa tête,
bon, elle était toujours sur son idée sage-femme. Alors, dans le dossier que je lui avais rendu, je lui avais aussi proposé des écoles de maïeutique, mais en Europe, dont la Belgique, parce que je me suis dit, ça peut être quelque chose qui peut l'intéresser. Et puis arrivent les résultats finaux de première année de médecine. En fait, elle a validé son année, c'est-à-dire qu'elle arrivait à pratiquement 11 de moyenne, ce qui est quand même très bien venant d'un bac techno, mais bien sûr, elle n'a pas eu de place en maïeutique, elle n'était pas dans les 24, je pense qu'il aurait fallu qu'elle soit à au moins 13 peut-être pour pouvoir intégrer. Et puis, donc en fait, elle était partie pour aller vers psycho, même deuxième année de psycho, puisque comme elle avait validé sa première année de médecine. Et puis arrive début septembre, coup de fil de la maman qui me dit vous savez pas, elle est prise à Bruxelles. Donc on devait être le 3 septembre. Elle me dit la rentrée est le 14 septembre, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, elle est là, les parents sont très réactifs parce que ça, je crois que c'était un jeudi. Dans la nuit de vendredi à samedi, ils partaient à Bruxelles pour chercher un appart. Ils ont trouvé l'appartement dans la journée, ils sont revenus, elle me dit on a une semaine pour prévoir le déménagement, etc. Et là, il y a 2 semaines, j'ai repris contact avec la maman pour savoir ce qu'il en était. Donc la jeune a validé sa première année maïeutique en Belgique et elle était en stage à la maternité d'Angers au CHU, pour un mois ou 2, je ne sais plus. Donc en fait, elle est partie dans son rêve. Donc ça, c'est une belle histoire. Parce que c'était son rêve. Bon, je voyais bien que l'accompagnement que j'avais fait avec les voies, les plans B, c'était pas trop ça. Bon, je pense qu'elle y serait allée, mais elle était restée sur son idée. Et puis aussi, bon, malgré tout, elle a rien lâché pendant toute son année. Bon, je peux te dire qu'il y a eu des hauts et des bas, hein, parce que j'avais des fois des messages Facebook de la maman. Elle me dit voilà, elle est en pleurs, on la retrouve en pleurs, qu'est-ce qu'on fait, etc. Parce que bon, c'est une année qui est quand même difficile, voilà. Mais ce que je retiens dans toute cette histoire, c'est que, elle n'a pas lâché. Elle avait vraiment un rêve, elle n'a pas lâché. 2, il y a quand même eu une réflexion d'alternative, puisque l'école en Belgique, c'est une alternative. Et 3, quand même un bel investissement des parents, hein, très présent quand même. Oui, hein. oui, c'est ça. La maman, c'est une famille recomposée. Du coup, ils ont 4 filles, voilà, 2 filles chacun. Elle, c'était la petite dernière, mais oui. Et puis ils ont été toujours présents, même si c'était difficile. Hein, elle disait des fois, oui, comme je disais, on la retrouve en pleurs, faut la remotiver. Mais par exemple, voilà, l'idée. Enfin, moi, ça me serait pas forcément venu à l'idée tout de suite de pas aller voir les résultats du 4e examen parce qu'en se disant ça va me casser le moral, alors que si je ne sais pas, je bosse jusqu'au bout et puis après une fois que le 5e examen est passé, on verra bien, hein, soit ça passe pas. Voilà. Mais bon, elle a fini l'année un peu sur les genoux quand même. Hein. Ouais, je veux bien croire, ouais. Ok, bon, c'est une super belle histoire en tout cas. Et alors, moi, j'ai des questions par rapport plus à toi, ton l'exercice de ton métier, parce qu'en fait, les choses évoluent beaucoup, tant en termes de métier qu'en parcours éducatif, en école, en formation, etc. Donc, comment toi, tu te formes au fur et à mesure pour toujours être au courant de de toutes les évolutions de Parcoursup, de toutes les évolutions des écoles possibles, etc. Comment tu fais ? Il faut toujours rester en veille en fait. Donc je lis beaucoup, enfin j'ai des alertes sur certains sites. Donc c'est toujours rester informé. Quelquefois aussi, comme je disais tout à l'heure, j'échange avec mes pairs, voilà, sur d'autres personnes. On échange des informations. Sur Parcoursup, il faut toujours se tenir au courant. Bon, l'éducation nationale met des informations quand même sur le site. Parcoursup est quand même assez bien fait. Il y a pas mal d'informations sur les FAQ ou des choses de ce type-là. Enfin, il y a des documents aussi faits par le ministère. Donc, il faut toujours être informé.
Sur les écoles, moi, je vais beaucoup à la rencontre des écoles, donc je fais beaucoup de portes ouvertes ou des rendez-vous. Je provoque des rendez-vous individuels avec les responsables des cursus. Donc, bien sûr, principalement sur le bassin Pays de Loire. Mais par exemple, cette année, j'ai fait aussi pas mal de portes ouvertes en visio, comme il y avait des portes ouvertes en visio. Sur certaines écoles, par exemple, où j'ai fait l'UTC, je ne serais peut-être pas allée à Compiègne aux portes ouvertes, mais là j'avais plusieurs élèves qui étaient intéressés par cette formation, donc j'ai assisté à pas mal de lives sur tout leur cursus. Ça permet de mieux connaître les écoles, et puis après c'est aller sur les sites internet, poser des questions aux responsables si besoin, quoi. Donc Ok. toujours être en veille. Ouais, toujours en veille permanente. Et alors, est-ce que tu as constaté en fait des évolutions en fait dans les profils, par exemple, des jeunes ou de leurs parents d'ailleurs, que tu peux être amené à suivre? Est-ce que tu vois des tendances? Les tendances, alors moi, ça fait que 3 ans que j'exerce, donc j'ai pas forcément un grand recul. Ce que je constate, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, les jeunes qui viennent me voir sont un peu plus jeunes, justement. Enfin, j'ai plus d'élèves seconde, première que terminale. Quand j'ai démarré, j'avais plutôt des terminales. Cette année, j'ai aussi beaucoup plus d'étudiants en poursuite d'études, un peu moins en réorientation, mais beaucoup plus en poursuite d'études, parce que là c'est compliqué. Bon, hier j'écoutais les infos, je sais pas si tu as suivi, mais il y a beaucoup de jeunes là qui sortent de licence cette année et qui n'ont pas de master, parce que les quotas en master diminuent, et il y a une sélection à l'entrée en master. Il y avait un jeune qui a une licence de droit qui a demandé plusieurs masters et qui n'a pas, il peut pas rentrer en master 1. Donc voilà, j'ai plus ces profils là. Après, sur les parents, j'ai des parents un peu inquiets. Souvent, ils ont peu d'informations, par exemple sur Parcoursup. Euh, Quelquefois, les établissements font une réunion d'information pour les parents. Cette année, par exemple, avec le confinement, ils n'ont pas été conviés au lycée justement pour participer à cette réunion d'information. Donc, ce sont les jeunes qui ont eu éventuellement une présentation au sein de leur établissement, mais c'est pas toujours le cas. Moi, j'ai des chefs d'établissement qui m'envoient des messages privés LinkedIn pour me poser des questions sur Parcoursup. Ah ouais. Donc je Ok. réponds, ou quelquefois j'ai eu une personne, elle me fait suivre le mail des parents, elle reçoit un mail de parents et elle ne sait pas répondre aux parents, et elle me dit est-ce que vous pouvez m'aider? Donc bon, je suis gentille, je réponds, hein. C'est clair. Mais qu'est-ce que t'en penses du fait de devoir choisir un peu des spécialités plus tôt qu'avant, en fait? Parce que c'est vrai que ça demande, je trouve, d'avancer encore plus la maturité des enfants, et je trouve ça très stressant pour les parents et pour les enfants. Ben, c'est ça, c'est-à-dire que tous les jeunes en seconde n'ont pas forcément la maturité pour choisir. Donc avant, on reportait un peu le problème, enfin je dirais en terminale. Bon, alors les jeunes, c'est vrai qu'ils marchaient bien entre guillemets, allaient plutôt vers un bac S. Mais alors maintenant, ça change, mais c'est vrai que ça veut dire qu'il faut anticiper justement son orientation, parce que comme je disais tout à l'heure, certains établissements post-bac imposent, je dirais, les spécialités. Certains sont plus ouverts, mais où ils acceptent un peu tout, mais ce n'est pas le cas de toutes les écoles. Bon, c'était normalement l'idée de la réforme, hein, que ça permette d'ouvrir un peu plus les profils, d'avoir des profils un peu plus variés, mais dans les écoles dans le supérieur ne jouent pas toujours le jeu. Donc ça, c'est un peu dommage, quoi. Donc, Ouais, c'est bien ça, c'est que le truc ne suit pas derrière, quoi. voilà. Alors, quelle vision tu as du futur du monde du travail, ou en tout cas, qu'est-ce qui attend selon toi nos enfants? Et comment nous, on peut faire en tant que parents, mais aussi le monde de l'éducation, comment on peut faire pour les accompagner au mieux là, face à ce monde-là? Alors, je dirais déjà, les jeunes maintenant, peut-être, enfin, la différence de il y a quelques années ou mon époque à moi, enfin, je suis plus, je suis dans les anciennes, ils vont avoir plusieurs métiers. En fait, faut être sûr que, bon, ils vont pas faire un seul métier, ils vont avoir plusieurs métiers. Et même aujourd'hui, moi, je saurais pas dire quels sont les métiers qu'ils feront dans 10 ans, parce qu'il y a plein de métiers qui s'ouvrent, enfin qui démarrent, voilà, qui ne sont pas encore inventés. Donc voilà, il y aura plein de choses différentes.
Donc après, il faut avoir une formation de base. Il va falloir, on va dire, être agile, c'est un peu le terme, savoir bifurquer, évoluer. Donc la formation, je dirais, tout au long de son parcours va être importante. Je pense qu'il y aura un peu une formation tout au long de la vie. On va avoir à se former pour changer un peu de voie. Et en fait, le message, c'est que il va falloir être un peu plus ouvert sur le monde extérieur. Par exemple, pour les parents, justement, c'est peut-être d'inciter ses enfants à aller découvrir les métiers, aller à la rencontre de professionnels. C'est ce qui manque peut-être un peu au niveau de l'éducation nationale. Ah, génial. Je suis bien d'accord. Là, je mets ma casquette de parent, je suis bien d'accord. Super, vraiment top pour tous ces éléments-là. Alors, je t'avais demandé de te prêter au jeu d'écouter un des épisodes du podcast pour nous aider. En fait, l'idée de cette partie-là, c'est de nous aider au travers de ta propre expérience, de ta propre expertise, à décrypter en fait et à en tirer des leçons un peu génériques qui sont valables et qui dépassent qui vont bien au-delà en fait du métier exercé par la personne. Donc, première question, quel épisode as-tu choisi et pour quelle raison? Alors en fait, j'ai choisi Hugo Desnoyers, qui est boucher à Paris. Ouais, sacré épisode ça. Voilà. Alors en fait, ça a fait écho un peu à ma vie, puisque en fait mon père était charcutier traiteur. Ah, je comprends mieux. Et mon beau-père, le père de mon mari, était boucher. C'est l'histoire de famille, quoi. Voilà. Et en fait, c'est un métier qui me parle parce que moi, depuis l'âge de 2 ans et demi, j'étais baignée dans ce monde-là. Toute jeune, je dirais, moi, je suivais un peu mon père partout. J'allais dans les fermes, dans les abattoirs. Alors, chose que je pense qu'on ne pourrait plus faire maintenant, mais toute gamine, je suis allée dans les abattoirs. Et je travaillais un peu au laboratoire avec mon père. Enfin voilà, donc j'étais vraiment dans ce milieu-là toute jeune. Voilà, c'est pour ça. Du coup, ça t'a parlé. Et alors, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce témoignage d'Hugo? Alors, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que il est parti sur ce métier grâce à des rencontres. Et en fait, c'est souvent ça. Quelquefois, une vocation, justement une direction, une voie, ça va être parce qu'on a rencontré quelqu'un qui nous a donné l'envie d'aller vers ce métier. Alors donc c'est un métier de passion, donc ça c'est vraiment il faut aimer. Ce que j'ai noté aussi, c'est que dans ce métier de toute façon il n'y a pas que de la technique, hein. On a vu aussi lui ce qu'il aime par exemple c'est être dans son magasin avec les clients. Donc c'est vrai que quand on fait ce métier-là, on va pas travailler que la viande, mais il faut aussi avoir un peu l'esprit gestionnaire, commercial. Ce que j'ai noté aussi, ça c'est évident, hein, tous ces métiers de bouche sont des métiers qui sont quand même, il faut travailler dur. Mais on peut évoluer, bien gagner sa vie si c'est notre objectif, hein. Et je dirais que si un jeune veut aller dans un travail manuel, justement, il faut pas le contraindre d'aller vers une filière générale en fait. Moi, j'ai le cas d'un jeune qui était en 3e avec mon fils, et lui, justement, il voulait faire boucher, donc c'était un très bon exemple. Par contre, il était bon à l'école, et en fait, les profs voulaient absolument qu'il aille en seconde. Et lui, il voulait être boucher. Et bon, il a eu de la chance parce que même s'il avait une maman qui était prof d'espagnol, son papa travaillait dans le social, ils lui ont laissé le choix et il est parti en boucherie. Et il est toujours boucher puisqu'il travaille chez mon boucher. Moi, j'ai même bouché depuis 32 ans, depuis que je suis à Angers. Et en fait, il a très bien réussi. Il est parti 1 an en Nouvelle-Zélande. Il est revenu. Enfin, là, il est responsable d'une des boucheries parce que mon boucher a 4-5 boucheries, donc il est responsable d'une des boucheries. Et la maman que je connais m'a dit que elle a son autre fils qui est ingénieur.
Et en fait, le boucher gagne mieux sa vie que celui qui est ingénieur. Donc, comme quoi, il suffit pas forcément de faire des études. Voilà, il y a des a priori à casser. Ouais, je suis entièrement d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. Ce qui me plaît bien aussi dans ce que tu dis, c'est l'histoire de la rencontre. Et cette rencontre-là, et tu le disais tout à l'heure, il faut la provoquer, d'où l'ouverture, la nécessité de s'ouvrir au monde et aux autres et d'aller vers les autres, quoi. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Est-ce que tu as d'autres leçons qui te paraissaient importantes, mais tu en as déjà dit beaucoup là. Donc comme tu. Bah après, ce qui est évident, c'est que pour réussir, il faut travailler. Hein. Alors, Ouais. tout ne vient pas tout seul, hein, même si quand on écoute le témoignage d'Hugo, bon, il disait que voilà, il a accompagné pas mal de jeunes. Bon, il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont moins bien réussi. Bon, je pense qu'il y a le travail. Bon, il peut y avoir aussi peut-être un facteur chance. Hein, trouver aussi les bons patrons au bon moment. Voilà, il y a des patrons qui sont un peu plus inspirants que d'autres. Justement, hier, j'ai eu un appel, une jeune qui était en première année de CAP pâtisserie. Ça se passe pas bien dans son entreprise et du coup, elle est démotivée. Elle veut arrêter son CAP à la fin de la première année. Mais d'ailleurs, Hugo, dans son interview, valorisait énormément justement ces rencontres dans le cadre de l'apprentissage avec ses premiers patrons. Et ça me fait penser à une autre interview qui pourrait te plaire. C'est Amandine, qui est apprentie, qui est tonnelière. Je l'avais interrogée parce que c'est rare les femmes dans la tonnellerie. Et pareil, en fait, je crois que c'est vraiment la rencontre avec ses apprentis. Ses patrons qui ont fait beaucoup dans son succès, quoi. Super. Alors, est-ce que tu aurais une question que tu aurais aimé lui poser à Hugo? En fait, mais il a un peu abordé, mais si c'était à refaire, est-ce que vous referiez le même parcours? D'accord. Ah, ok. Bon, merci pour tout. Écoute, en conclusion, j'ai une série de micro-questions que je voudrais te poser un peu en mitraillette. La première, c'est tu viens d'être nommé ministre de l'Éducation et de l'Orientation. Quelle est la première mesure que tu prends? Bon, j'ai un peu abordé le sujet. C'est de faire rentrer les professionnels dans les établissements, dans les collèges, les lycées. Parce que je pense que les jeunes, on leur demande de choisir, hein, par exemple des métiers ou des filières, mais ils ne connaissent pas les métiers. Et je dirais les enseignants ne les connaissent pas forcément non plus. Donc c'est faire venir des professionnels. Donc moi je le fais via des associations, hein, en tant que bénévole. Des fois j'interviens dans des collèges ou dans des lycées, mais le faire de façon plus fréquente. Et puis aussi proposer beaucoup plus de stages de découverte au sein du cursus collège-lycée. Et puis revaloriser aussi le travail manuel. Bon là, c'est vrai qu'il y a quand même quelques efforts faits ces dernières années sur l'apprentissage, mais je pense qu'il y a encore du travail là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, on dénigrait un peu par exemple, même le métier de boucher. Hein, on pensait que tout à fait. C'était que ceux qui étaient pas bons à l'école qu'on envoyait en apprentissage. Ouais, c'était un peu le parcours par défaut. Enfin, un peu. Voilà, c'est ça. Alors que je pense qu'on peut faire de très beaux parcours en allant vers la voie professionnelle. Donc, c'est important. Ok. Alors, tu reçois mon fiston de Tom, de 17 ans, et quel conseil tu lui donnes pour l'aider dans sa recherche? Alors, je vais lui dire de s'ouvrir sur le monde extérieur, d'être curieux, et puis aussi apprendre à se connaître soi-même, à bien se connaître, parce que comme je le disais tout à l'heure, pour bien s'orienter, il faut bien se connaître. Ouais, mais essayer de s'intéresser, c'est-à-dire que après, justement, quand il rencontre des gens, peut-être s'intéresser à ce qu'il fait comme métier, poser des questions, parce que ça peut ouvrir justement des pistes d'orientation. Je suis entièrement d'accord. Et à sa maman, tu lui dirais quoi? D'être à son écoute, ouais. De pas trop le stresser. Oui, aïe. Parce que j'ai des parents, moi, qui me stressent. Rien qu'à les voir, je pense que le jeune est stressé, donc... Bon, à mon avis, mon fiston, il serait là, il te dirait que je suis pile dans ce cas de figure. Ok, donc je me détends, c'est ça. Et je lui fais confiance. Ça, j'ai bien retenu de ce que tu m'as dit tout à l'heure. À son enfant, oui. Ok. Et alors, est-ce que tu as des livres, des podcasts ou d'autres sources, tu vois, d'informations à conseiller aux ados ou à leurs parents sur tous ces sujets-là?
En fait, bon, après des livres, il y en a pas mal. Il y a des sites aussi internet. C'est vrai que tout ce qui est l'ONICEP, il y a pas mal de choses. Le CIDJ, il peut y avoir le site Studirama, l'étudiant, tout ça. Il y a pas mal d'informations. Parcoursup aussi, en fait, si on va sur le site de Parcoursup, on trouve pas mal d'informations sur toutes les formations. Et puis il y a des sites aussi comme Fiche Métier, fichemétier.fr, donc là où il y a pas mal de descriptions des métiers, des formations, des écoles pour aider les jeunes et puis aussi les moins jeunes à trouver leur voie. Pour les spécialités, tout à l'heure on a parlé un peu des spécialités du bac. Pour faire des choix, il y a le site Horizon 21 qui a été mis en place par l'ONICEP. Ça permet de faire des simulations en fonction des spécialités, d'avoir les métiers ou les filières qui peuvent correspondre. Et puis il y a une barre de pourcentage, on va dire, qui dit si tu fais telle spécialité, voilà, t'es compatible 80% ou 50%. Est-ce que tu matches? Voilà. Ok, c'est super intéressant, dis donc. Ouais, je connaissais pas celui-là. Autant tous les autres que tu as cités, je les connaissais. Après, je trouve que ça te donne une vision très exhaustive de tous les métiers. Je trouve juste un petit peu frustrant ces fiches ONICEP. Enfin, je ne cite que, mais ils sont tous pareils, mais c'est très basique et très synthétique en fait. Donc, ça te donne une vision un peu exhaustive de tous les métiers possibles, mais c'est quand même pas ce qui va te faire rêver et va déclencher une vocation, tu vois. Donc, c'est pour ça que le mieux, c'est d'aller à la rencontre aussi. Après, tu as aussi, sur YouTube, tu trouves aussi des gens qui partagent un peu leur métier, qui décrivent. Il y a des parcours. Exactement. Ça se ouais. trouve, puis après, non, mais vive Internet par rapport à avant, en voilà. fait. Je trouve que les jeunes, ils ont quand même vachement accès à une mine d'informations qui est incroyable. Alors, si on veut suivre ton actualité, si on veut te contacter, comment on fait ? Alors moi j'ai un site internet qui s'appelle orientation-scolaire-angers.fr. Bon, si on me cherche sur les réseaux sociaux, on me trouve sur LinkedIn, sur Facebook. On me trouve sur les réseaux sociaux, je suis assez active. J'ai aussi une chaîne YouTube. Bon, génial. Alors, pour conserver l'idée de passage de flambeau que j'ai instauré dans mon podcast sur les métiers, tu conseillerais d'interroger quel autre type d'expert autour de tous ces sujets, l'orientation et la reconversion ? Par exemple, moi, une personne que je suis sur LinkedIn et qui est assez active et qui a aussi une chaîne YouTube, qui accompagne les jeunes, enfin pas les jeunes, les moins jeunes en reconversion et qui les aide à s'orienter, à faire le CV, à se préparer aux entretiens de recrutement. C'est Christelle Defoucault. Donc je ne sais pas si tu connais, mais en fait, c'est quelqu'un de très très actif et qui fait plein de choses. Plus peut-être pour la reconversion, peut-être un peu moins pour les jeunes, mais voilà, c'est une autre. C'est très bien, justement, j'aime bien justement aller rencontrer des personnes qui font des choses différentes à des étapes différentes, donc très bien, c'est parfait. Merci Marie-Josée, et puis d'ailleurs avant qu'on se quitte, j'en profite pour faire un petit coucou et un remerciement à Nicolas, que j'ai interrogé aussi il y a quelques jours, et c'est grâce à qui on a pu se rencontrer. Nicolas Dezeuvre, que je connais bien, donc avec qui j'ai échangé, qui est venu à la maison il y a pas longtemps pour qu'on discute justement sur nos pratiques aussi. Génial. Écoute, un grand merci Marie-Josée et puis je te dis à très vite. Merci Julie pour l'invitation, c'était très sympathique. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura autant passionné que moi. Pour rentrer en contact avec Marie-Josée Voisine, rien de plus simple, rendez-vous sur son site orientation-scolaire-angers.fr et bien sûr sur son compte Facebook du même nom et même sa chaîne YouTube. Si vous voulez donner un petit coup de pouce au podcast et donner de la visibilité à cet épisode, n'oubliez pas de faire un commentaire sur Apple Podcast. Et puis surtout, faites du bruit. Parlez-en à votre entourage, postez sur les réseaux sociaux, parlez-en à votre voisin journaliste. Bref, aidez-nous à faire voyager le podcast. À très vite pour un nouveau hors-série d'experts. Et d'ici là, je vous souhaite une très très belle semaine à tous.